Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Basson Pham, Yes. qui est de visite ici à San Francisco, que j'ai rencontré par hasard et qui va nous parler, comme tous nos autres guests, de ce qu'il fait ici à San Francisco. Donc, bienvenue ici sur French American TV. Merci Aline. C'est vraiment un coup du hasard et un plaisir de t'avoir rencontré et d'avoir découvert que tu parlais français. Et je pense que beaucoup d'étudiants de plus en plus viennent aux États-Unis avec l'excuse ou avec le besoin d'apprendre le français, Oui. L'anglais plutôt. Quelle est la raison pour laquelle tu veux apprendre l'anglais? En fait, je viens à San Francisco pour apprendre l'anglais dans le cadre professionnel. C'est parce que je travaille dans l'informatique et ma société paye. Veut que tu apprennes l'anglais? Oui, je veux apprendre j'apprends Pour le mieux français. comprendre les programmes américains? Non, c'est parce que après je veux m'orienter ma carrière internationale aussi. C'est pour ça que avec l'accord de ma société, la société paye dans le cadre de réorientation de carrière. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que tu es un développeur de logiciels? Non? Oui, je suis ingénieur analyste Oui. et je travaille pour une société qui développe des programmes pour la gestion, pour la bourse, La bourse de Paris. Oui. Ah, parce que moi je suis justement dans la bourse. Je fais justement agent de change. Ah, agent de change. D'accord. Je viens de commencer. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je connais vraiment le système américain. Je ne sais pas si le système français est le même. Non, le système français est beaucoup plus récemment. Il y a le nouveau système qui est Relit, qui est un petit peu la copie du système Toronto au Canada. C'est un petit peu ce système-là. Vous voulez dire, vous travaillez sur les logiciels qui montrent les star codes, c'est ça? Voilà. Et puis la gestion des caisse-titres, des règlements de livraison. Une fois qu'on ordonne un ordre d'achat ou vente, et puis cet ordre est suivi. Et le titre doit être délivré 5 jours après le premier jour de la transaction. Ouais, de la transaction. Et est-ce que vous allez avoir, comme aux États-Unis, 3 jours à partir de juin? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous savez qu'à partir de juin, ce ne sera que 3 jours ici aux États-Unis pour payer pour les commandes. Ça dépend parce qu'en fait, les projets, dans le premier temps, c'est 5 jours. Mais je pense qu'à long terme, ça va réduire. Parce que le but de ce système-là, c'est de faire en mode interactif. Donc c'est le plus tôt possible, aussitôt commandé, aussitôt livré. Est-ce qu'en France, il faut avoir de l'argent dans la compagnie ou bien vous pouvez envoyer après avoir passé la commande? Je crois que dans le premier temps, il faut avoir un compte dans une agence de change. Oui. Et puis après, il faut avoir... Ça s'appelle... la moitié au moins. Oui, quelque chose comme ça. Ça s'appelle une somme de couverture. Voilà, exactement. À partir de là, on peut avoir prendre des ordres. Oui. Puis... Mais maintenant, les agents de change n'ont plus monopole au niveau de la place de bourse. Maintenant, les banques ont des accès aussi. Oui. Donc il y a plus de concurrence maintenant en France. Les banques vendent aussi? Oui, ont le droit de le faire aussi maintenant. Voilà. Donc pour un petit porteur, ils peuvent très bien passer ses ordres à partir de sa banque directement. D'accord. Voilà. D'accord. Ça a l'air d'être tout à fait encore une coïncidence dans le business. Enfin, je viens de commencer, mais quand même, je m'y connais. Et donc, toi-même, tu n'as jamais été agent de change? Non, c'est juste on travaille avec les gens qui travaillent dedans, qui nous expliquent la fonctionnalité, comment ça marche, pour que nous mettons en place les programmes et l'organisation. Ah, d'accord, d'accord. Une fois informatisé. D'accord, voilà. Donc vous connaissez ni les lois, ni le fonctionnement au départ. Voilà, juste un petit peu seulement, mais bon. Et vous savez que nous avons un président d'une compagnie de software qui va venir ici et qui va nous montrer son logiciel et il va apporter son ordinateur. Ça aussi, c'est une troisième coïncidence. Alors, on n'en finit pas avec les coïncidences ce soir. Et j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui dans le bus qui utilise
l'Internet. Alors, Ah, d'accord. mais vraiment, le monde est organisé d'une manière à ce que tout se fasse un tout, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, Ah, oui. des fois, les événements qui se passent dans notre vie font qu'ils fassent un tout sans qu'on ait aucun contrôle ou aucune... c'est-à-dire, je n'ai jamais pensé que tu étais dans Dans la branche dans financière. l'informatique Oui. ou qu'il était. C'est-à-dire, je vous ai invités tous les deux et c'est toujours comme ça dans nos programmes. On invite des gens au hasard et ils ont toujours quelque chose en commun par coïncidence. Oui. Je voulais donc parler... Ça fait combien de temps que... Donc, ça fait 3 mois que tu es ici? Non, en fait, ça fait 1 mois. Et je mois. reste encore un mois et demi ici. Mais un total de 3 mois alors. Oui, oui, presque 3 mois, voilà. Ah d'accord. Et tu as passé combien de temps en France jusqu'à présent? Enfin, tu es depuis très longtemps? Oui, depuis 15 ans. 15 ans. Oui. D'accord. Donc, tu es devenu français depuis longtemps? Oui, par filialisation, je pense, parce que en fait, ma mère a de nationalité française. Je suis né au Vietnam et l'après, avant, parce que il y avait 2 gouvernements, le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord. Et pendant la guerre, le Vietnam du Sud a un accord avec la France et que pour les enfants qui sont nés pour un couple de mère française et de père vietnamien, ont d'abord la nationalité vietnamienne jusqu'à 18 ans et à partir de 18 ans, eux, ils peuvent choisir leur nationalité. Mais comme à l'époque de 75, bon, j'avais simplement 13 ans. Donc après cette date-là... À l'âge de 18 ans non, je n'ai plus comment dirais-je, les lois françaises, après la chute de Saigon, les lois françaises remontent jusqu'à 1800 quelque chose, à l'époque Indochine. C'est pour ça que j'ai systématiquement la nationalité française par lien du sang. Voilà. Donc, à 18 ans, tu as décidé d'être français ou à 13 ans? Non, à 13 ans, à 13 ans, voilà, tout de suite. Ah d'accord. Est-ce que ta mère est venue donc avec toi? Bien sûr. Toute ma famille, la famille de ma mère, du côté de ma mère, sont immigrés en France? Oui, ils sont tous en France. Mes grands-parents, mes oncles, toute la famille sont en France. Est-ce que tu connaissais le français avant d'aller en France? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, oui. Parce qu'avant, en fait, avec mes parents, ils ont dit que parce qu'on était au Vietnam, ils n'ont pas... Enfin, ils préfèrent de vivre au Vietnam. Ah d'accord. Voilà. Et donc, en 75, ils ont décidé que non, ils veulent vivre en France? Voilà. Mais parce que dans la famille, on a des problèmes aussi. C'est parce que bon, mon père travaillait dans le gouvernement du Sud. Donc après la chute de Saigon, ils ont... enfin, ma mère a été en prison pendant 2 ans. Et mon père dans les camps de rééducation pendant 3 mois. Mais toi, tu étais où? Dans le Sud? Dans le Sud, oui. D'accord. Voilà. Et donc, en 75, à la Libération, vous avez dit ça suffit, on part, c'est ça? Non? Non, au début, on n'a pas pensé de partir tout de suite. C'est pour ça qu'on est resté. Voilà. Et après ces événements-là, mes parents ont décidé de partir. Bon, on est parti du Vietnam en 81. Pas la voie officielle, parce que ma mère est une nationalité française. Après la période en prison, le Quai d'Orsay ont intervenu et c'est pour ça que ma mère a été libérée après. De quelle année à quelle année elle a été De 75 jusqu'à 77. D'accord. Et de 77 à 81, elle a quand même vécu là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui. Elle a fait une demande d'immigration pour pouvoir partir ou ça a été vous avez le droit de partir? Oui, on a le droit de partir, oui. Parce que ma mère a toujours la nationalité française. Mais à l'époque, avec les événements de 75, parce que ma mère, elle est professeure de français, anglais, espagnol. Elle sait parler 3 langues. Oui. Et bon, à l'époque, les communistes vietnamiens l'accusent de travailler pour CIA parce qu'elle ne sait parler les langues étrangères, tout simplement. C'est une excuse pour confisquer nos biens
et les propriétés de mes parents. Donc tu as un peu, disons, souffert pendant que ta mère était... Tout à fait. Ah, d'accord, donc quelqu'un s'est occupé de toi, n'est-ce pas? À l'époque, il y avait encore ma grand-mère qui restait là. Ah, tant mieux. Voilà. Elle était vivante. Voilà. Alors Ouais. ça t'a quand même un peu aidé. Oui. Ah, tant mieux. Ok, donc heureusement qu'ils ne mettent pas les vieux en prison non plus, n'est-ce pas? Non, heureusement. Ok, donc je suis désolée de te rappeler peut-être un moment un peu pénible de ta vie, mais je suis contente que quand même la France t'a donné l'opportunité de refaire ta vie et Oui. de progresser dans la vie. Je pense que beaucoup de gens me disent que quand ils vivent aux États-Unis et retournent en France, ils trouvent que la France est tellement belle. Est-ce que en comparaison, enfin, tu as Oui. avec la France, est-ce que tu trouves que la France est très belle comparaison? Oui, parce que bon, c'est vrai que la France est un pays bien à vivre. Le bon, Oui, le bon. bon à vivre, bon à vivre, parce qu'il y a un petit peu tout au niveau de... je crois que c'est important d'avoir un petit peu la question de l'égalité. Ici, je vois qu'il y a une grande fossé entre les personnes soi-disant riches et les personnes des sans-abri. En France, l'écart est peu élevé. Bon, maintenant, avec la récession de la situation économique, on a plus des sans-abri, mais il y a toujours du côté gouvernement qui s'en occupe, et il y a des liens d'entraide pour la population, des émissions qui, par exemple, le Restaurant du Cœur, des chaînes comme ça, et Ça s'appelle comment? Restaurant du Cœur, créé par Coluche. Pour nourrir les sans-abri, c'est ça? Voilà, pour aider les sans-abri. Et puis il y a aussi des associations religieuses comme l'Abbé Pierre pour les sans-abri. Donc il essaye de chercher des logements vacants pour les sans-abri. Est-ce que tu penses que c'est parce que la population augmente et il y a de moins en moins d'appartements, ou bien est-ce que c'est un autre problème? Je crois que le problème est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de logements, ou c'est parce qu'il y a des logements mais... Il y en a des logements, mais aussi le problème c'est que dans un pays soi-disant capitaliste, il y a par exemple des grandes banques possèdent des grands bâtiments, et en ce moment, comme le loyer baisse, et ils préfèrent de ne pas louer en attendant le meilleur moment, par exemple. Donc il y a parfois des logements vides, mais comme les gens des sans-abri n'ont pas assez de l'argent pour payer, donc c'est un problème aussi, c'est qu'ils ne veulent pas donner à tout le monde. Voilà. Donc ils jouent avec l'économie pour augmenter les prix des logements, etc. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est un problème très 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 pénible qui existe aussi aux États-Unis, parce que le prix des logements aux États-Unis est extrêmement élevé. Oui, oui. C'est-à-dire les gens dépensent jusqu'à 75% de leur budget pour le logement simplement. Donc le prix des logements aux États-Unis est très très élevé, et il n'y a pas beaucoup d'emplois qui offrent des logements qui seraient, disons, à 25% de votre salaire. Donc en comparaison avec les salaires qui sont offerts, le prix des logements est très très élevé, enfin pour la masse de la population. Oui. Et donc la solution pour les sans-abri, c'est d'aller dans les hôtels des hôtels très très pauvres, où ils ont juste un... Donc je ne sais pas si c'est le même système en France, où on leur donne des hôtels, etc., où ils peuvent... mais étant donné que je n'ai pas été en France depuis 21 ans, je ne sais pas comment le système en France fonctionne. Normalement, on a, ça s'appelle les HLM, Oui. Office des logements au loyer modéré. Ces logements-là sont réservés pour les gens qui ont des revenus modérés. Là, c'est financé par l'État et par les régions. Mais en ce moment, par exemple, il y a une pénurie à Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de monde, voilà, pas assez de logements. Et la vie à Paris est très chère aussi. Et tu habites Paris toi-même? Oui, j'habite à Paris moi-même. donc tu peux payer ton loyer. Voilà. D'accord, donc tu as la chance d'avoir un bon travail qui puisse te permettre de vivre à Paris même, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous dire deux mots sur
pour changer de sujet, je ne sais pas Oui. comment on a débouché sur ce sujet en premier plan. Je pense que c'est toi qui l'a débuté, enfin qui l'a Oui, débouché un petit peu. débouché. Mais peut-être que je voudrais parler du côté logiciel. Donc tu t'occupes de faire des programmes Oui. pour faciliter donc la transmission d'informations aux agents de change, n'est-ce pas? Et une fois que tu as fini de... Je pense que ça fait des années et des années que les agents de change existent. Oui. Quel est ton rôle? Parce que ces programmes ont déjà été écrits avant toi, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est parce que les programmes, généralement avant, la bourse française n'est pas informatisée. La plupart du temps, les négociations sont traitées manuellement. Ah bon? Oui, Je ne savais pas. ça prenait, il y a 5 ans, ça prenait parfois des volumes de traitement qui est énorme. Et après le krach boursière en 87, voilà, ils ont aperçu que il faut que le traitement soit plus rapide pour que... Pour éviter des catastrophes. Voilà, des catastrophes. Parce qu'en fait, si avant, quelqu'un qui donne un ordre d'achat, par exemple, des Michelin, la bourse crédite les titres pour celui-là, mais en réalité, la société de bourse n'a pas encore récupéré réellement les titres. Ah, les d'accord, titres. d'accord. Vraiment la matière, quoi. Ok. Et après, ce client-là revend ses titres à un autre, et puis ça circule comme ça. Et à un moment donné, il n'arrive pas à trouver la trace. Donc il y a un problème au niveau de gestion. C'est pour ça que la réforme RELIT est mise en place pour résoudre ce problème et pour donner la confiance au niveau des investisseurs étrangers que la bourse française fonctionne bien et solide. Et ce n'est pas quelque chose qui est un petit peu virtuel et ça cache plein en termes français, magouilles. Voilà. Parce que derrière, on ne sait pas comment ça circule et comment le volume des échanges. Est-ce qu'en France, on peut passer une commande par téléphone avec un touch-tone? Maintenant, voilà, maintenant, on peut tout faire. Parce que moi, je veux commander, par exemple, je veux acheter quelque part d'une compagnie, je peux simplement appeler et composer un numéro et j'ai acheté. Oui. Maintenant, il faut, par exemple, si vous voulez faire ça, vous pourriez faire à travers votre banque. Il faut que votre identité soit connue par quelqu'un. Il vous donne un numéro de compte. Voilà, un compte. Et puis après, un code pour voilà. Normalement, on peut très bien traiter directement avec quelqu'un qui s'en occupe. Oui, mais la commission est plus élevée, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu plus élevée. Que si vous faites avec le touch-tone. Maintenant, vous pouvez passer Maintenant, en France, il y a Minitel. Il y a Minitel, il y a donc système vous pouvez Minitel. passer la commande par Minitel. Voilà, c'est un petit peu identique par téléphone, mais c'est beaucoup plus formel au niveau de la commande. Et puis, vous voyez sur l'écran l'exécution. Voilà, l'exécution, tout ça. On peut suivre notre compte via Minitel et tout ça. Ah bon, est-ce que vous suivez la bourse vous-même ou bien pas du tout? De temps en temps. Vraiment, je ne suis pas tous les jours en fait. D'accord. Est-ce que dans les journaux, Oui. les résultats de la bourse sont reportés de la même manière? Est-ce que tu as pu comparer comment c'est reporté aux États-Unis? Par exemple, ils te donnent le high de l'année, le low de l'année, enfin low. Oui. Et puis the close of the day. Est-ce que c'est à peu près le même système en France? Oui, c'est un petit peu le même système. Si vous achetez le Wall Street, quel est l'équivalent? Il y a un journal financier. Oui, il y en a, je ne me rappelle plus. D'accord. D'un seul coup, je ne me rappelle plus. C'est pas grave, de toute façon, je sais. Enfin, et donc c'est à peu près le même système pour aussi comment on dit les bonds en français, je ne sais pas. Le système financier? Non, les bonds, c'est les prêts. Comment on appelle? C'est pas des stocks, c'est pas des parts de compagnie, c'est des prêts de compagnie. Comment ça se dit ça? Des prêts de compagnie. Oui, c'est un prêt que vous faites à des compagnies et en échange, vous obtenez un intérêt. Ça s'appelle comment? Les bonds, B-O-N-D-S. Ah, des bordereaux
je ne sais pas, on dit les stocks, c'est les actions. Oui, les stocks, les Et actions. ça, c'est Les quand prêts, ce sont des prêts. Ce sont des prêts, voilà. Oui, ce sont des prêts. D'accord, et vous obtenez donc des intérêts sur vos prêts, n'est-ce pas? Ça Oui. s'appelle des prêts? Oui, oui, ce sont des prêts. Et voilà. donc, ils ont une année de maturité, etc. Exactement. D'accord, oui, vous oui. travaillez sur ça aussi, n'est-ce pas? Non, c'est à part ça. Ah, Généralement parce que les banques travaillent avec leur système. La bourse a sa système aussi. Parce qu'ici aussi, les prêts font partie de la bourse ici. Vous Ah, pouvez d'accord. vendre un prêt que vous avez acheté, disons, à 100 $, vous pouvez le vendre, ou à 1000 $ plutôt, et que vous voulez le vendre à 960 Un $. prêt. Ah, d'accord. Là, ce sont des empreintes de l'État. Des empreintes de l'État, oui, ou des empreintes de corporation. Ça peut être aussi des... Ah oui. Mais il y a un autre terme pour, Il doit pour y dire avoir ça. un autre Oui, terme, oui, mais il y a je un ne autre sais pas terme. en français. Je connais en anglais. Donc il y a de l'État, de corporation. Exactement, et oui, c'est ça, Il y a oui, trois oui. sortes de bonds, comme on dit. Et donc vous vous occupez pas de ça du tout? Pas tellement. Pas tellement, parce qu'en fait, chaque système a ses propres vocabulaires, a ses propres gestions. Moi, généralement, je m'en occupe au niveau de l'ordre et de négociation. Et puis après, il y a aussi la partie, ça s'appelle comme en anglais, middle office et back office. Moi, je suis un petit peu middle office. C'est pour ça que bon, je prends en compte l'ordre, mais de nature de l'ordre, parfois, on n'est pas... par exemple, la nature de titre et la nature de la négociation, je ne connais pas tellement, en fait. Voilà. D'accord, donc toi, ton travail, c'est surtout d'améliorer ce qui existe déjà, n'est-ce pas? Voilà, oui. Est-ce que donc de connaître mieux comment le système fonctionne te Bien sûr, permettrait de... bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'en France, pour être agent de change, il Oui. faut prendre un certain cours? Il y en a. Il y en a. Ce ne sont pas des cours universitaires. Ici, c'est des cours de 2 mois, de 4 mois maximum, enfin, de dépenser. Oui. C'est oui. la même chose en France? C'est la même chose aussi, oui. Créé par une organisation des agents de change. Exactement, Voilà, qui sponsorise des gens qui prennent l'examen, c'est ça? C'est le même système ici. Donc, si tu prends donc ce cours de 2 mois, tu auras une meilleure connaissance de des applications. Oui. Ok. Donc c'est vraiment, comment dire, vraiment vraiment une grande coïncidence que je puisse discuter avec toi de ton travail et d'avoir un peu des connaissances de la bourse. Donc c'était un maçon femme qui est ici pour 3 mois aux États-Unis et qui nous a parlé un petit peu de son travail et puis un petit peu de comment il a atterri aussi aux États-Unis après avoir été en France. Merci beaucoup. Merci, Elie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci.